Tout à l'heure, tu disais accepter tout en amour, ça veut dire s'oublier. Ah bah ouais, on n'accepte pas tout. Aimer, c'est pas ça, hein. Vraiment, j'ai fait toute une partie sur l'amour trauma parce qu'on voit plein d'histoires d'amour qui se soldent mal en disant voilà, l'amour fait mal. Ah bah non, non, l'amour fait pas mal, c'est parce qu'on n'a pas su en faire bon usage. Et quand on a été dans des relations que j'appelle trauma, en fait, c'est qu'on a nous-mêmes une part de traumatisme et on va vivre à travers cette relation le réveil de ce traumatisme. Et on le revivra jusqu'à ce qu'on n'ait pas guéri le fonctionnement. Donc ça, c'est important de se dire que une relation où il y a de la violence, quelle qu'elle soit, hein, psychique ou physique, et il y a beaucoup de violences psychiques qu'on ne cache pas. Quelqu'un qui vous fait la gueule pendant plusieurs jours, ben, c'est de la violence. Non, 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 non. Moi, ça me va. Hein. Ok. Allez, feu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission, avec une nouvelle invitée que l'on avait déjà reçue il y a pratiquement 1 an. Stéphanie Briand, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Olivier. Écoute, on s'est vu il y a 1 an à l'occasion de la sortie de ton livre L'incroyable pouvoir du souffle. Et là, tu reviens pour un... D'ailleurs, tu en avais parlé, il me semble, lors de la première fois, que tu préparais d'ailleurs un nouveau livre qui s'appelle L'incroyable pouvoir de l'amour. Tu es journaliste, réalisatrice, productrice, conférencière. À quel moment tu t'es dit « je vais sortir un livre sur l'amour » ? Ça fait assez longtemps que je le sais. En général, mes idées de livres, elles sont en gestation très longtemps à l'avance et puis j'ai besoin de collecter de l'information, de faire évoluer mon processus. C'est aussi toujours beaucoup connecté à ce que je vis. Donc, j'en ai un peu assez d'ailleurs d'être cette espèce de patient expert dans ma façon de faire des livres, parce qu'à chaque fois que je travaille sur un livre, eh bien, je passe à travers des choses qui y sont liées. Et donc, en général, je suis dans le travail, dans l'écriture, et puis à la fin de l'écriture, la résolution a lieu. Donc, ce livre, il est vraiment né de quelque chose que j'ai senti de très très fort, hein, une compréhension de l'amour, une façon de vivre l'amour complètement nouvelle. Et comme, évidemment, ça m'a intriguée, j'ai voulu mieux comprendre et qu'à chaque fois, quand j'aime un sujet, je l'épouse pleinement et je me suis mise à faire beaucoup d'enquêtes, de recherches. Donc, le processus s'est fait, à mon avis, sur 4-5 ans, même si l'écriture s'est fait sur un temps très réduit comparativement. Je me suis rendu compte, qu'en lisant ton livre, que le frein à l'amour, c'était la peur, finalement. Oui, la peur... Je dis qu'on a 2 choix, que c'est toujours ou l'amour ou la peur. Et quand on commence à analyser nos décisions, nos pensées sous ce prisme-là, on se dit « Ah bah oui, c'est vrai ». Très souvent, on est motivé par la peur. Mais parfois, on est dans le déni. On a du mal à le reconnaître. Et la peur, ça peut être aussi bien, par exemple, vous avez envie d'aller à un dîner spécifiquement. Pourquoi vous avez envie d'aller à ce dîner ? Bah, peut-être parce que ça vous fait du bien pour votre image, les gens qui sont invités à ce dîner aussi, vous avez envie d'être associé à eux. Et là, c'est pas l'amour qui guide, c'est la peur. Parce que si vous le faites, c'est pour répondre en fait à un besoin en creux. Alors que si vous y allez parce que la personne qui reçoit, mais alors vous entendez tellement bien et ça vous réjouit de passer du temps avec cette personne, c'est pas du tout la même démarche. Et là, c'est l'amour qui guide. Et je me suis aperçue aussi que souvent, quand je me laissais entraîner par des choix motivés par la peur, il m'arrivait des bricoles. Comme si on sortait un peu du rail et que du coup, eh bien, les choses étaient moins harmonieuses derrière. Donc, c'est une question très intéressante en permanence à se poser. Et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, la majorité des choix, des décisions sont prises par la peur. C'est très compliqué de revenir à cette notion d'amour. Et puis surtout d'être honnête avec soi et vraiment de se poser la question et de voir, ok, peur ou amour. Et la peur, évidemment, ça détruit, alors que l'amour, ça construit. Tout à l'heure, tu as évoqué le mot « sortir des rails ». Comment on fait pour sentir que l'on n'est pas justement dans ce rail-là? Donc, ce rail d'amour.
on travaille sur soi, on apprend à se connaître et à se reconnaître. On lâche la honte, parce qu'en fait, quand on commence à se regarder, on découvre qu'on a beaucoup de noirceur, beaucoup d'ombre, et que c'est pas nécessairement chouette ce qu'on voit. Donc, faut l'accepter. Pour moi, il y a une espèce d'abord de séparation, c'est-à-dire que on commence à être conscient de comment on fonctionne, de nos mécanismes qui nous plaisent pas nécessairement, parfois de notre petitesse d'âme. Et donc, on se regarde à distance et là, on se dit « Ouh, j'aime pas », donc on se sépare. Et puis après, on se réconcilie. On accepte que ça fait aussi partie de nous. Et là, on arrive à faire les choix des deux côtés. Mais d'abord, il faut sortir du déni un peu. Il faut sortir de la croyance que ouais, nous on est impeccable, c'est que les autres qui vont pas, qu'on crée pas les situations par nos attitudes, que la vie est injuste, qu'on est victime de ce qui se passe. Voilà, trouver des excuses, là on est dans la peur quand on trouve des excuses. On n'est pas du tout dans l'acceptation. Et quand on arrête d'en trouver, qu'on se dit ok, je regarde qui je suis aussi et qui est 100% de responsabilité dans ce qui se passe, eh bien c'est là qu'on peut commencer à faire la différence et à sentir. Mais vraiment, c'est d'abord faire tomber le masque et arrêter le déni, quoi. On n'est pas obligé de raconter tout à tout le monde, mais déjà d'avoir cette clairvoyance-là vis-à-vis de soi, cette honnêteté, et puis de ne pas avoir honte de ce qu'on est. On a tous des travers, des choses où vraiment on aimerait mieux fonctionner autrement, avoir d'autres attitudes, mais ça se corrige, quoi. Et quand on commence à avoir la volonté de le corriger, on évolue. C'est aussi une façon de embrasser l'échec. Souvent, on a tendance, avec notre esprit aussi français, à pas aimer ça, les échecs. Là, en fait, on accepte que, ouais, on s'est planté, on a vraiment mal agi. Ah là, ce qu'on a dit, c'était ridicule. Et puis là, notre comportement, franchement, il était pas chouette. Donc, faut accepter ça et se dire, ok, j'ai fait ça, mais comment je réagis maintenant? Qu'est-ce que je fais l'étape d'après pour essayer de remettre droit, même si je me suis plantée dans un premier temps. Et on se plante tellement souvent, la plupart du temps. Il nous faut de l'entraînement, quoi, avant de plus se planter. D'ailleurs, l'amour est une énergie, finalement. Je te cite, si l'amour n'est plus, ce n'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il ne circule plus. Pour moi, c'est important de voir l'amour comme une énergie, parce que quand on le voit comme un sentiment, on est en train de courir après, on a une quête d'amour, on se sent mal aimé. Mais si on se dit que c'est une énergie qui est toujours là, et qu'en fait, on est ouvert ou pas à cette énergie, c'est complètement différent. Parce qu'il n'y a plus cette espèce de magie qu'on met autour, même si ça demeure magique dans ses effets, mais en fait, il y a des ficelles derrière. Donc, quand on commence à voir des ficelles, là, on se dit, ah, ok, donc là, si ça fonctionne pas, il y a une raison qu'on peut peut-être un peu récupérer. Donc, moi, je ne crois plus à cette façon d'aimer où ça nous tombe dessus. Et non, si ça nous tombe dessus, ça nous est arrivé, c'est pas par hasard. Donc, on est allé chercher quelque chose, ça nous est arrivé à ce moment-là avec cet être-là parce que aussi on a attiré ça. Et puis quand on ressent plus d'amour, qu'est-ce qui se passe quand on a le cœur sec? C'est fermé, ça passe plus, ça circule plus. Mais la raison pour laquelle ça circule plus, c'est pas l'amour, c'est la relation. On est ultra incompétent en matière de relation. Et d'abord de relation à nous, parce que souvent on est étranger à nous-mêmes. On comprend pas nos besoins, on comprend pas nos réactions, on comprend pas ce qui nous met dans tous nos états, on n'a aucune notion de comment fonctionne notre système nerveux, de ce qui a façonné nos croyances, notre cerveau. On est là, on est dans le bocal et puis on essaye, tenter bien de s'en sortir, mais on tourne en rond, quoi, en fait. Donc voilà, pour moi, quand on se dit si l'amour est une énergie, c'est que je peux apprendre à la maîtriser. C'est comme le feu, en fait. Le feu, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est pas dangereux en soi quand on sait le maîtriser. Et ça va nous permettre de faire des tonnes de choses. L'amour, c'est à peu près pareil. Et si on sait pas le maîtriser, ou si on sait pas que ça existe, comme les premiers hommes qui n'avaient pas découvert le feu, ils vivaient sans feu. Mais ça leur manquait pas, ils savaient pas que c'était là. Mais quand c'est là et quand on voit comment on peut l'utiliser, on se dit waouh, c'est inouï tout ce qui peut se passer par ce biais-là. Et donc il y a différents états chimiques, on va dire. Donc il y a l'amour gazeux, l'amour solide, l'amour plasma, l'amour liquide. Et finalement, l'amour liquide, c'est ce qu'il y a de mieux, entre guillemets. Ça circule. Exactement, ça circule. J'ai eu envie de les classer en états comme les états de la matière.
Parce que quand j'ai fait mes recherches, à chaque fois, je mêle les neurosciences, les sagesses ancestrales, la médecine, la physique, et je fais des liens. Et puis, je me suis aperçue que ce qu'on avait comme définition de l'amour jusqu'à présent, c'était de la catégorisation morale. Donc, les Grecs, il y avait Eros, qui est l'amour romantique, Storge, qui est l'amour amitié, l'amour filial, l'amour plus connecté à la nature, des choses comme ça. Et donc, il y avait aussi cette notion de moralité, parce que pourquoi est-ce qu'on pourrait pas aimer son amoureux comme on peut aimer son enfant? On sent que la barrière, elle est mise parce que, évidemment, on ne souhaite pas qu'il y ait le même type de relation. Mais pour autant, quand on regarde le cerveau, eh bien, quand on est amoureux et quand on accueille un enfant, il se passe la même chose dans le cerveau. Donc, je me suis dit, bah voilà, là, c'est un état, en fait, de l'amour qu'on vit. Et on peut le vivre aussi quand on est dingue d'un chanteur, quand on est dans un mouvement politique et qu'on est hyper enthousiaste, quand on est dans une entreprise aussi, quand on lance sa boîte, on est dans cette espèce d'état amoureux de ce qu'on est en train de faire. Et donc ça, c'est ce que j'appelle l'état gazeux. Donc, on n'est pas contenu dans son être. Et dans le gaz, quand on regarde en physique, les molécules, elles sont dissociées. Donc, elles occupent tout l'espace. L'état gazeux, c'est aussi dans le cerveau la dopamine qui s'active. Vous savez, c'est le système de récompense, la dopamine. Donc, en fait, on prend nos shoots, quoi. On a besoin d'y aller parce que, waouh, c'est quand même trop bon. Et puis, ça se vit dans le futur. Après, l'état solide de l'amour, c'est un état où, justement, les molécules, elles sont toutes coincées comme ça. Donc là, c'est quand on a la relation bien établie. On a de la sécurité dans la relation, on sait que les gens sont là, donc on est en couple depuis longtemps, c'est notre famille, nos liens avec nos frères et sœurs, nos parents, nos grands-parents, des amis de longue date, mais c'est un peu serré, quoi. Il n'y a plus beaucoup d'excitation et chacun a sa place dans la relation, donc on connaît les interactions, on a un peu tout le temps les mêmes dynamiques, on vit beaucoup dans le passé, le solide, c'est aussi le passé. Mais en revanche, on se sent en sécurité. Après, il y a l'état plasma. Pour moi, l'état plasma, c'est cette notion d'amour inconditionnel. Donc, parfois, on est touché un peu par la grâce. Ça peut être par de la musique, ça peut être par un moment de vie dans la nature. On peut aussi avoir la foi. C'est cette notion de waouh, on se laisse envahir par un grand sentiment d'amour qui est beaucoup plus grand que nous. On se sent faire partie d'un monde beaucoup plus large, quoi. On est touché par une espèce de grâce. Et ça, c'est l'amour plasma. Et dans le plasma, il n'y a pas de lien entre les molécules du tout. Donc, ça veut dire qu'en fait, cet amour-là, on peut l'avoir pour son voisin, pour quelqu'un qu'on connaît pas à 10 000 kilomètres, pour sa famille. C'est un état d'amour encore plus ample et il est totalement intemporel. Et le dernier état, qui à mon sens est un mix de ces trois-là, c'est donc l'état liquide. Dans l'état liquide, il y a un peu de gazeux, donc un peu d'excitation, il y a un peu de solide, donc de la sécurité, et puis un peu de plasma inconditionnel. Parce que vraiment aimer, c'est aimer de façon inconditionnelle, c'est pas, si tu te comportes bien, je t'aime, si tu le fais pas, non. Oui, il n'y a pas de chantage, effectivement, là-dessus. Et malheureusement, on a beaucoup grandi dans des univers où justement c'était conditionnel l'amour. C'était tu fais ça et je t'aime, sinon je te fais la gueule, sinon je te punis, sinon. Donc faut qu'on apprenne aussi à savoir aimer, mais en mettant des limites. Aimer, ça veut pas dire être gentil. Et souvent on a la tendance à croire ça, donc ça crée de tout accepter. C'est pas du tout l'amour, hein, c'est la peur. Hein. Parce que quand on accepte tout, c'est parce qu'on a peur que l'autre s'en aille. C'est pas du tout parce qu'on l'aime. Donc, faut bien remettre les choses à leur place. Et quand on est dans cette espèce de notion d'amour liquide, et ben justement, ça circule hyper bien. Et on voit que on y a toujours accès. Et c'est à nous de faire les petits alchimistes, de rajouter un peu de plasma quand il faut, un peu de dopamine et de gazeux quand il faut aussi, un peu de sécurité. Donc, j'explique comme ça dans le livre comment est-ce qu'on recrée les équilibres, qu'on sait où est-ce qu'on est, et puis les raisons aussi pour lesquelles on passe d'un état à un autre. Tout à l'heure, tu disais accepter tout en amour, ça veut dire s'oublier. Ah bah ouais, on n'accepte pas tout. Aimer, c'est pas ça. Hein. Vraiment, j'ai fait toute une partie sur l'amour-trauma, parce qu'on voit plein d'histoires d'amour qui se soldent mal en disant voilà, l'amour fait mal. Ah bah non, l'amour fait pas mal, c'est parce qu'on n'a pas su en faire bon usage. Et quand on a été dans des relations que j'appelle trauma, en fait, c'est qu'on a nous-mêmes une part de traumatisme et on va vivre à travers cette relation le réveil de ce traumatisme. Et on le revivra jusqu'à ce qu'on n'ait pas guéri le fonctionnement. Donc ça, c'est important de se dire que
une relation où il y a de la violence, quelle qu'elle soit, hein, psychique ou physique, et il y a beaucoup de violences psychiques qu'on ne cache pas. Quelqu'un qui vous fait la gueule pendant plusieurs jours, ben, c'est de la violence. C'est pas normal. Psychologique. C'est pas une réponse normale. Quelqu'un qui vous répond pas, c'est de la violence. Tout ça, il faut comprendre que c'est pas ok et que ça crée des traces qui sont importantes. Mais après, parfois, on peut avoir ces comportements-là, c'est-à-dire que quand on est en colère, quand on est fâché, se déconnecter complètement et ne pas pouvoir parler à l'autre, mais littéralement ne pas pouvoir le faire parce que notre système nerveux, il est tellement en l'air que pour nous, c'est une menace et qu'on n'arrive pas à redescendre. Et c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre, c'est pour comprendre comment on fonctionne et comment on réagit. Parce que si on est aveugle à ça et si on est incapable de se remettre aussi en sécurité dans nos corps, on n'arrive pas à reconnecter avec les autres. Donc voilà, d'établir un peu ce qui est violent dans une relation. Eh ben, c'est violent dès qu'on sort de la zone de la gentillesse, en fait. Parce que quand on est dans une relation humaine, on ne doit pas avoir des mots blessants, on ne doit pas avoir d'agressivité, pas de part narcissique qui s'illustre pour aller mettre des petites piques. Pourtant, on les a, mais quand on les a, si on arrive à corriger tout de suite le tir et à réparer immédiatement, tout va bien. Mais il faut encore reconnaître ce qu'on a et savoir quoi faire quand ça nous arrive. Tout ça, ce sont des signaux qui nous permettent de voir si on est dans une relation, dans un amour-trauma. Ouais. On est tous dans des amours traumas à un moment de notre vie. On a tous été traumatisés. Le traumatisme, c'est pas un événement particulier, c'est une réponse de notre système nerveux à un événement. C'est en gros la lecture intérieure qu'on a de l'événement. Donc ça peut avoir été un déménagement pendant votre enfance, qu'à l'école on se moquait de vous, ça peut avoir été quelque chose de plus tard, mais souvent quand même ça se joue dans l'enfance. Et quand on a construit notre personnalité, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est adapté à notre traumatisme. Donc, pour s'adapter, on a construit une espèce de façon de pas boiter trop, quoi. Donc, la structure de personnalité qu'on a créée, elle était en raison de ça. Et ça fait que, où on est déconnecté de soi, où on va avoir super peur que l'autre nous apporte pas ce dont on a besoin, on va comprendre que on a créé des attachements. Et il y a 50% seulement de la population qui a un attachement qui s'appelle sécure, c'est-à-dire en gros qui, a priori, n'a pas été trop dans le traumatisme. Donc ça fait 50% d'autres, et d'entre nous, moi j'en fais partie, d'avoir été dans le trauma et d'avoir construit initialement mes relations plus dans l'amour-trauma. Ah, c'est 50-50, je pensais que c'était... Ok. Je pensais qu'il y en avait moins que ça encore. Ok. Pas mal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se reparenter, entre guillemets. Donc... même si on a eu une histoire où on a des traces, on peut se remettre en sécurité, réapprendre ou apprendre tout court à entretenir des relations saines. Et quand on le fait, mais c'est transformateur. Ça n'a plus rien à voir. Il y a un événement qui est important, en tout cas en lisant ton livre, je m'en suis rendu compte, c'est le confinement. On est des êtres de lien. Et finalement, le fait d'être enfermé, de ne pas avoir de lien, d'interaction avec les gens, ça a un impact aussi sur notre bien-être et sur notre santé. Et oui, parce que les relations sociales, c'est un vrai besoin du cerveau, au même titre que manger et boire. Donc, l'aspect social, il est immense, énorme. Aujourd'hui, on va avoir une grande crise de la santé mentale. On le sait, c'est une des inquiétudes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est un vrai sujet. Et c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent et qui expliquent que, oui, on passe à travers des zones de turbulence assez sérieuses. Donc, il faut prendre ça, en effet, en considération, oser s'ouvrir. Je pense que ça va aussi nous rapprocher les uns des autres, parce que quand on dit ça va pas si bien, finalement c'est rare d'être mal reçu. Alors il y a des gens qui vont avoir hyper peur, justement, si on commence à leur dire moi je vais pas trop bien, ils vont se dire oula, et parce qu'ils veulent pas voir ça en eux, donc ils vont préférer mettre de la distance. Mais il y a beaucoup de gens qui accueillent ça avec beaucoup plus de simplicité. Donc il faut comprendre que dans nos besoins profonds, il y a en effet les relations sociales. Il y a une étude qui a été menée à Harvard sur 80 ans. Et ils ont découvert que l'indicateur de santé, le seul, c'était les liens sociaux et les relations saines.
Donc, c'est pas d'être dans un mariage pendant 50 ans si vous vous parlez à moitié, vous avez des vies séparées. Non, on s'en fout de la longévité. Ça, c'est important. Mais en revanche, c'est quand la relation est nourrissante, saine et sécurisante. Et donc, ils se sont aperçus que peu importe que les gens aient été riches, aient eu des maladies, aient eu des licenciements, des catastrophes financières, c'était vraiment ça le seul et unique indicateur qui permettait de dire, ben voilà, on se garantit davantage de santé. Donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux pour maintenir notre équilibre. Et on a besoin d'avoir ce tissu sain autour de nous. C'est vraiment essentiel. Moi, j'ai noté une petite citation encore. La sagesse, c'est pouvoir se confronter à la névrose du monde sans se couper de son cœur et rester connecté à son âme. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Non, mais c'est une pratique qui est pas forcément évidente à faire. S'aligner, à se dire est-ce que je suis dans le bon wagon. Bah ouais, parce que c'est facile d'être sage au fond d'une grotte. C'est facile d'être sage quand on n'a pas d'enfants, quand on n'a pas de conjoint, quand on n'a pas de collègues de bureau, parce qu'on n'est pas, les Américains ils disent triggered, donc on n'est pas déclenché, on n'est pas la bascule. Titillé. Ouais. Bah oui. Donc en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui méditent, qui vont se recentrer, alors ils se créent une bulle justement pour s'extraire de la névrose du monde. Mais après, c'est comme un entraînement. Moi, je vois ça comme on fait de la muscu tous les jours, quoi. Quand on muscle ça, et ben, on voit que, encore une fois, on sort des rails de temps en temps, puis on arrive à y revenir beaucoup plus rapidement. C'est une façon de se réguler. On se laisse moins embarquer dans nos émotionnels qui nous collent. Donc, et après, on est complètement coincé. Et donc, c'est important de pouvoir vivre dans ce monde qui est pas chouette, par beaucoup d'aspects, mais d'y résister sereinement et de pas se faire absorber ou de pas s'y adapter. En fait, il faut arriver à être là au milieu, que ça tourne autour et d'avoir des interactions, mais sans que ça nous fragilise trop. Et voilà, donc c'est important de pouvoir faire partir du système aussi pour éventuellement faire évoluer le système. Et je pense que plus on est comme ça, plus justement on apporte de la sécurité, des ressources aux personnes qui sont autour de nous. Et c'est comme ça que ça bouge petit à petit, parce que c'est encore une fois cette notion d'amour et de peur. Donc là, on amène avec cette espèce de sérénité dans la névrose. Et ben, parce que dites-vous bien, par exemple, si vous avez quelqu'un qui fait un épisode où sa santé mentale est mise en péril, si vous à côté vous êtes aussi flippé, ça va pas faire de bien. Mais si la personne vous voit ancré, calme, posé, bon bah voilà, là vous allez un peu lui déteindre dessus et être capable de gérer la chose. Donc c'est ça qu'il faut apprendre, c'est important, c'est pas juste d'être dans la réparation, c'est d'être dans l'anticipation aussi, et nous de nous rendre plus résilients aux difficultés et d'être mieux préparés, parce que pour l'instant on prend un peu des chocs, et le Covid ça en a été un, parce que je pense que ça a beaucoup affaibli les esprits. Bien sûr. Et on a du mal à remonter pour beaucoup. Hein. Ça a tellement touché sur des petites cordes sensibles et qui créent de la panique, de l'angoisse et de l'anxiété que c'est compliqué encore aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait d'être parent. Souvent, lorsqu'on est parent, il peut y avoir quelques petites bêtises des enfants, et nous on peut s'énerver, hein, c'est facile, et on se rend compte que des fois c'est plus la peur qui nous guide. On est dicté un peu par nos peurs, et finalement il y a des choses qu'on peut éviter, quoi. Souvent trop occupés à protéger nos enfants du monde extérieur, nous oublions de les protéger de notre monde intérieur. Mais je m'y emploie tous les jours, hein. Je suis encore en chemin. C'est bien de le savoir, après de le mettre en pratique, c'est compliqué. Et nos enfants, ils sont là aussi pour nous faire évoluer là-dessus. Donc, en fait, dès que vous avez une réaction disproportionnée, c'est-à-dire vous criez, que vous sentez peut-être justement ce sentiment de peur qui monte en vous, bah faut dire, ok, bon,
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je réagis comme ça? Et est-ce que ça va être utile à l'enfant? Ben non, parce qu'en fait, l'enfant, ça va lui apporter de l'insécurité. Et ce qu'on souhaite faire quand on est parent, c'est apporter un maximum de sécurité. Donc, c'est important de, encore une fois, se regarder en face et puis de dire, là, il se joue un truc essentiel avec les enfants. Et on fait pas tout bien, mais on découvre en chemin, encore une fois. Hein. Parfois, on croit faire des bons choix et puis, en fait, c'est vraisemblablement pas les bons. Mais souvent, on découvre qu'on les avait peut-être pas fait vraiment pour les bonnes raisons, justement. Et on peut toujours redresser le tir. Mais ça demande beaucoup. Je pense que d'être parent aujourd'hui, en plus, on a plus ce réseau, justement, qu'on avait autrefois, où vraiment les grands-parents étaient super impliqués. Il y avait plus de gens autour de nous. Maintenant, il y a des parents qui se retrouvent un peu isolés aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont séparés. Bien sûr. Donc, c'est beaucoup de pression, beaucoup de tension. On vit des vies souvent chargées. On a du stress économique. Donc, on n'a plus beaucoup de choses à donner sereinement, en fait, à nos enfants. Et donc, ça explose. Et là aussi, je pense qu'on va avoir des dégâts dans les années à venir. Les écrans, c'est aussi très dangereux. Et on a du mal à le contrôler et on ne sait pas où mettre la limite. Ça, c'est des réflexions qu'il faudrait qu'on ait d'ailleurs au niveau de la société. Parce que c'est difficile parfois en tant que parent de limiter quand le reste du monde ne limite pas, quand chez les copains c'est écran à volonté, quand dans les écoles ils font pas la chasse au téléphone. Il faut encore une fois qu'on essaye nous d'être le mieux dans nos vies possible, le plus ancré, le plus stabilisé pour pouvoir bien faire. Aimer, c'est vraiment ça. Hein. On peut pas aimer quand on est en vrac, on peut pas aimer quand on est débordé, on peut pas aimer quand on est anxieux. C'est pas possible. Il faut trouver la paix, le calme d'abord, créer l'espace. Donc l'amour n'arrive pas non plus dans les vies trop chargées. Du coup, ce que j'ai retenu, c'est aussi être à l'écoute de l'enfant. Bah oui, il faut savoir les écouter, les enfants, bien sûr. Ils ont des choses qui sont importantes et intéressantes à dire. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a un grand débat sur l'éducation bienveillante. Et je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre comment on met les limites. Et parce que l'éducation bienveillante, elle est aussi menée, je pense, par une part narcissique chez les parents. C'est-à-dire que moi, je vais faire mieux que les autres, ou moi, je vais me différencier, mais sans s'en rendre compte. Et donc, parfois, on laisse des trous dans le filet, et puis les enfants s'y engouffrent, et du coup, ils ont du mal à se structurer. Moi, je pense que j'ai fait plein d'erreurs comme ça. Par exemple, je suis anti-devoir. Donc, vous savez, normalement, en primaire, on n'a pas de devoir à donner aux enfants. La loi dit ne pas donner de devoir écrit aux enfants. Et pourtant, il y en a absolument partout. Et mon fils, moi, j'étais opposée. Comment ? Il n'y a que ça, il n'y a que des devoirs. Il n'y a que des devoirs. Et en plus, souvent, les parents les réclament. Quand il n'y a pas de devoirs, c'est les parents qui flippent, qui vont réclamer les devoirs parce qu'ils ont l'impression que sinon, leur progéniture va échouer. On ne trouve pas ça normal. Et qu'il y ait des devoirs, ça te plaît on pas dit non qu'est-ce plus. qui se passe ? Non, on dit qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de devoirs. C'est pas normal. Bah oui, ils se disent c'est pas normal. Mais en fait, il y a plein d'études qui ont montré que c'est pas parce que les enfants de ces catégories d'âge-là, donc en primaire, font des devoirs qu'ils ont de meilleurs résultats scolaires. Oui, bien sûr. Un jour, on y arrivera peut-être. Oui. Quoi qu'il en soit, moi, j'avais choisi de ne pas faire les devoirs. Donc, chaque année, j'allais voir la maîtresse de mon fils et puis j'expliquais que chez nous, on ne faisait pas les devoirs. Et en fait, le chez nous, on ne fait pas les devoirs, même si le fond de moi était sur quelque chose de juste auquel je croyais, eh bien, ça a créé une espèce de distance avec le reste du monde. Et mon fils, quelques années plus tard, des devoirs, mais il veut même pas en entendre parler. Sauf que j'ai jamais dit on ferait pas les devoirs à vie. Ouais, il faut. Non, mais c'est pas évident de trouver le bon équilibre, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. C'est qu'en fait, quand on veut être dans cette éducation bienveillante qui quelque part protège aussi l'enfant des dysfonctionnements, parce que pour moi les devoirs c'est quand même un dysfonctionnement. Il faut se demander si nous, notre action et notre réaction va pas créer un dysfonctionnement. C'est complexe, hein. Ouais, c'est compliqué. Et quand on est mieux positionné, quand on est plus calme, on peut y penser avec davantage de sagesse. Soyons attentifs et bienveillants avec nos enfants, mais réfléchissons quand même à leur permettre de pousser autour d'un tuteur qui les déconnecte pas. Voilà. Je voulais revenir en fait sur l'étude du ILF Maths
Institute, qui Ouais. consacre ses recherches à l'intelligence du cœur. On revient un peu sur la notion du stress. D'ailleurs, tu dis une grande part de l'anxiété et du stress ressenti dans nos sociétés vient du fait que les gens ont souvent le sentiment d'être poussés à faire quelque chose ou vouloir quelque chose alors qu'ils pressentent au fond d'eux que ce n'est pas la bonne décision. Et ouais, C'est vraiment, on a de... c'est pouvoir être aligné, être en lien avec ce qu'on est réellement. Mais il y a plein de fois où on fait à contre-cœur. Surtout dans le monde du travail, c'est fou. Le nombre de personnes qui font des jobs et c'est à contre-cœur, qui suivent des directives à contre-cœur. Et le stress, quand vous observez quand est-ce qu'il s'illustre, c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on a beaucoup de stress. On n'a pas beaucoup de stress quand on va faire un truc qui nous éclate. On a de l'appréhension, on a de la tension, mais c'est pas la même chose. Et de le saisir d'un point de vue vibratoire, de l'énergie, justement, de ce que le cœur ressent. C'est vrai que je suis d'accord avec les études de l'Institut qui disent, finalement, ce qu'on ressent par le cœur, c'est une alerte du stress. Il y a aussi, plus on est ouvert à ça, plus notre cœur s'exprime. Moi, je sais que dès que je fais quelque chose de pas aligné, dès que je suis justement dans du stress, j'ai mon cœur qui me fait mal, quoi. Il me laisse pas le choix. Il me dit pas, non, tiens, on regarde pas ce qui se passe. C'est tout de suite sentence, voilà. Et comme je suis très connectée maintenant, il parle tout seul, j'écoute bien et j'arrive à entendre. C'est un super indicateur. Ce qui est intéressant dans ce livre, finalement, c'est qu'aussi tu appuies avec ton vécu. Tu livres des anecdotes, effectivement, sur les enfants, sur l'éducation, et aussi sur les séparations. Et c'est vrai que c'est important parce qu'il y a des étapes dans nos vies qui font qu'à un moment, il y a un point de bascule. Toi, notamment, c'est aussi été une séparation qui a développé une ouverture quelque part. Ah oui, complètement. Mais à mon avis, ça sert à ça aussi dans nos vies. Il faut bien y donner du sens. Et le problème, c'est si on vit ces moments douloureux, difficiles, et qu'on n'en fait rien. Bon, voilà, si on repart et on remet une pièce dans la machine et qu'on n'a pas évolué, c'est quand même embêtant. Donc, je pense que c'est une grande opportunité. Vous savez, en chinois, pour dire le mot crise, c'est un mélange du mot danger et du mot opportunité. Donc, voilà, quand on a ces crises-là, en effet, on ressent le danger, on n'est pas bien, ça nous déconstruit, mais c'est aussi le moment où on va pouvoir faire quelque chose. Parce que comme c'est un peu liquéfié, la matière peut bouger, quoi. La musique en fond sonore du livre, c'est important. Super important pour moi. La musique fait partie de ma vie. Et je trouve qu'elle nous raconte plein de choses. Donc, j'ai fait des playlists pour déterminer un peu les amours types. Donc, quelles sont nos croyances amoureuses en fonction de ce qu'on aime comme chanson d'amour, évidemment. Donc ça m'a beaucoup amusé, ça marche très bien. Il y a plein de gens qui adorent écouter des playlists. Puis j'ai reçu aussi des messages d'artistes que je citais et qui me remerciaient de les avoir inclus dans les playlists. Je vois aussi qu'il y a des chansons que j'aime à certains moments, où je me sens hyper connectée à ça. Mais c'est tellement connoté de nos émotions. Et ça guérit aussi la musique. C'est une façon de sortir plein de choses. Il y a la vibration du son, il y a l'intention dans la voix, le souffle dans la voix, ça peut nous rassurer aussi. Enfin bon, je pense qu'il y a vraiment un aspect thérapeutique dans la musique. Donc j'imaginais pas faire un livre sur l'amour sans avoir une notion de sensorialité. Et la musique, c'était ce qui avait de plus facile. Et finalement, que voudrais-tu que le lecteur garde en mémoire? Surtout que ça lui apprenne à faire mieux connaissance avec lui-même. Et après, ça permet de créer des passerelles. Donc vraiment, ce qui me fait plaisir, c'est quand je reçois des messages qui vont dans ce sens-là, hein, des remerciements, parce que ça conforte, ça ravive la lumière, ça donne du sens, ça permet de mieux passer des épreuves difficiles. Et j'adore aussi,
on a enregistré une masterclass qui est en ligne sur l'académie-de-l'amour.com et le cadreur avait une trentaine d'années. Donc, c'était pas le profil à lire ce type de bouquin. Et donc, il filme la masterclass et à la fin, il dit mais merci, mais c'était tellement intéressant, mais j'ai appris plein de trucs. Et il était ultra enthousiaste. Et je trouve ça génial parce que toute une génération, j'ai travaillé aussi avec mes étudiants, je donne des cours à des étudiants en master en communication et on a travaillé sur le bouquin, sur la stratégie et ils ont tous hyper peur de l'amour. Donc à 20 ans, on se dit oh là là, mais comment je vais faire pour réussir un couple? Et puis de toute façon, c'est peut-être pas la bonne formule. Et puis donc je crois beaucoup à ce que ça peut apporter à toute cette génération aussi qui est plus jeune. Il y a ceux qui sont passés à travers des difficultés de vie. Évidemment, ça va les enrichir et ils vont faire waouh, ah ouais, ah bah ça c'est exactement moi. Je pensais pas que j'étais un programme comme ça. Et ça va les faire bouger. Et puis les plus jeunes, ça va leur donner des clés qui vont leur faire peut-être aussi un peu gagner du temps. Je pense que les plus jeunes ont peut-être aussi comme référent des références qui sont pas forcément glorieuses, donc ils ont peut-être aussi peur de. Ah bah non. Bah non. Bah ouais, ils ont dû voir des choses. Mais et puis surtout, il y a quand même aussi une façon de communiquer qui a hyper changé. Il y a un marché de l'amour qui n'existait pas avant. Les apps, j'en parle, j'ai toute une partie dans le bouquin sur attention, qu'est-ce que ça fait les apps sur le système nerveux, de quoi il faut être, comment il faut se protéger, comment il faut être vigilant. Mais ça change tout, quoi. Là, tu es en train de dire que les applications, c'est pas forcément positif? Non. Il faut le faire avec parcimonie. Mais c'est comme si tu bois un verre de vin ou que tu en bois 15, quoi. Ouais, il va pas se passer exactement la même chose. Donc, en résumé, c'est une histoire d'équilibre. La vie, c'est un équilibre, finalement. La vie, c'est un équilibre, de ne pas abuser des choses, mais c'est parce que la vie, on a un système qui fait comme ça, mais si on commence à lui faire ouh, ouais, on va plomber, quoi. Donc, ouais, les apps, j'ai travaillé avec une chercheuse américaine, anthropologue et neuroscientifique. Ça fait 35 ans qu'elle étudie l'amour, les couples, donc elle est vraiment très experte et elle dit qu'on ne devrait pas dépasser 12 rencontres dans une vie, hein, pas dans un mois. Hein. Dans une vie. Mais ouais, sur les apps. En fait, sur une app, voilà. Ah, en lien avec l'appli. Comment? 12 rencontres en lien avec une application de rencontre. Ouais. Ah, d'accord, ok. Parce que, en fait, cet accès permanent, ça nous fait pas du bien. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Ça met en marche une espèce de système d'addiction. Et en plus, on voit que ça crée carrément des troubles anxieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les apps qui sont déjà anxieux socialement au départ. Et c'est pour ça qu'ils utilisent l'app. Donc, ça ne leur fait que plonger encore plus. Et j'espère qu'un jour, justement, les personnes qui éditent des apps auront cette responsabilité humaine de dire, on limitera. Parce que je suis sûre, et c'est ce que je dis dans le bouquin, que on aura des interdictions d'app de dating comme on a des interdictions de casino. Je suis sûre qu'un jour, on pourra se faire interdire. Tu parlais de communication tout à l'heure, et il y a quelque chose d'intéressant. En tout cas, il y a des passerelles visuelles entre l'incroyable pouvoir du souffle et l'incroyable pouvoir de l'amour. Visuellement, on est dans le même état d'esprit. Il y a une suite. J'aurais pas pu écrire l'incroyable pouvoir de l'amour sans avoir écrit l'incroyable pouvoir du souffle, parce qu'en fait, quand on accueille l'amour, c'est parce qu'on a fait de l'espace un peu à l'intérieur, qu'on a commencé à maîtriser sa respiration, qu'on a pris des distances vis-à-vis de soi. Et puis aussi, je voulais que sur les couvertures, ils se répondent. Donc, pour l'incroyable pouvoir du souffle, c'était des poumons en arbre un peu. L'incroyable pouvoir de l'amour, c'est ce cœur qui... J'ai toujours une petite légende et c'est « faites-vous pousser des ailes ». Donc, c'est ce cœur avec ses plumes qui a aussi un côté très chaleureux, très réconfortant. Donc oui, ça se répond les deux. Et quand je les relis, parce que j'ai fait des audiobooks, ça c'était super à faire. Et en relisant les deux, j'ai vu plein de choses, plein de compréhensions il y a des passerelles, en effet. Ah oui. Et on se dit, ah bah oui, d'accord. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des liens entre les deux. Et je te parlais de visuel, mais même au niveau du contenu. Ouais, tout à fait. Il y a plein de choses qui font écho. Et je pense que c'est chouette, justement, d'avoir
comme ça des éclairages différents en prenant des points de vue qui sont pas toujours les mêmes, mais où on se rend compte que tout se répond, quoi. Donc, tout est lié. À mon avis, tu as déjà autre chose en tête. Ah bah, je suis en train d'écrire là. Ouais. Et il y en a un autre qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Réapprendre à respirer, qui est un petit sur la respiration, qui est plutôt un guide pratique. Il y a des illustrations. Donc voilà, c'était le 4e et là je suis en train d'écrire le 5e et j'espère finir d'écrire pour la fin du printemps, enfin finir avant l'été, quoi. Mais il y a tellement de choses encore, mais je suis très enthousiaste. Je vais juste te donner une série de mots et instinctivement tu me donneras tes ressentis sur ces mots-là. Si je te dis perfection. Ah, ça c'est un truc que je comprends et qui m'a beaucoup handicapée. Moi je croyais qu'il fallait être parfait pour être aimé. Et donc c'est pour moi la perfection, c'est mon pire ennemi et à la fois un très bon moteur. Passion. C'est ce qui anime la passion. Moi je la vois pas avec le côté négatif. Donc la passion pour moi c'est ce qui vous embarque. Sensibilité. La sensibilité, je trouve ça un peu morne, un peu triste. C'est-à-dire que j'aime la sensualité, mais la sensibilité, c'est comme ça regroupe un peu tout. J'aime mieux, voilà, savoir que on a plusieurs aspects, plusieurs cordes sensibles. Et la sensibilité, c'est bon, bah oui, on a tous des sens qui réagissent, mais ça me dit pas grand-chose. D'accord. Parce que c'est pas être sensible sur les mêmes choses. C'est vrai. Maman. Essentiel d'en avoir une, de la respecter, d'être reconnaissante, de l'être, magique cadeau. Et maman, en fait, qu'on soit un homme ou une femme, on a des attributs de la maman. Et justement, quand on aime avec cet amour inconditionnel, et ben, ça représente ça, quoi, la mère nourricière. Dynamisme. C'est aussi ce qui maintient droit. Il faut se pousser parfois au dynamisme, et après, le dynamisme, il nous remet dans la roue. Le mot de la fin, ça serait quoi? Aimer, 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 aimer. Et amusez-vous avec ça. La meilleure chose à faire, c'est de connaître un peu les règles de l'amour, les lois de l'amour pour pouvoir jouer avec. Et là, c'est génial. Parce que c'est pas parce qu'on devient plus éclairé que c'est ennuyeux. Non, non, c'est encore mieux. En tout cas, je te remercie d'être repassé sur Stay Tuned. Mais merci à toi, Olivier, de m'avoir invité à nouveau. Et merci à tous tes auditeurs. Merci. Et surtout, et merci en tout cas pour ce bouquin, parce que du coup, vraiment très intéressant, qui permet aussi de se remettre en cause. Et puisque c'est bien, en plus c'est vraiment bien fourni, on est dans la chimie, on est aussi dans le cœur même, et puis dans le côté inconscient, et je trouve ça vraiment intéressant. Donc merci encore pour ce livre. Bah, merci à toi d'en parler. Merci à tous ceux qui lisent, qui partagent. Et puis, si vous n'aimez pas lire, que les livres pour vous, il y a l'audiobook. Il y a l'audiobook. Et il y a la masterclass. La masterclass, c'est aussi 1 heure condensée en images, voilà. Donc, il y a plein de façons d'y rentrer. Il y a plein de possibilités. Je te dis à bientôt. Je te souhaite plein de bonnes choses et à bientôt. Et je te souhaite beaucoup d'amour alors. Merci beaucoup. Beaucoup d'amour aussi à toi. Salut. Salut.